C'est officiel, la France reconnaît l'État palestinien. Ce qui est un truc relativement historique en réalité quand on regarde un petit peu les revendications historiques du camp pro-palestinien en France. Mais le truc, c'est que c'est Emmanuel Macron qu'on déteste ce qu'il a fait, donc on va regarder son discours et voir si le discours est carré ou si au contraire c'est de la grosse merde. On va voir. Ah, on me souffle à l'oreillette, spoiler, il suce Israël. Tiens, ah bon, mais non. Alors, on dirait qu'il a peur. On dirait qu'il a peur d'Israël, Oui, peur des représailles de Netanyahou. Bon, on va voir ça, no spoil. Vraiment, Macron, il est en mode comme ça. Quoi, moi? Sucer Israël? Sérieusement? On me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Ouais, demande à mon gouvernement si je suce Israël. Rien que l'autre jour, j'ai reconnu l'État palestinien à l'ONU. Voilà un petit peu, pour résumer, la position de François Hollande, d'Emmanuel Macron en ce moment. En tout cas, c'est parti, on va regarder le discours, un moment quand même un petit peu historique. C'est pas souvent qu'on réacte à des discours de la France à l'ONU, avec tous les pays du monde autour. Donc, c'est parti. Bien. Je vais faire beaucoup d'imitations d'Emmanuel Macron aussi. On y va. La 5e séance plénière de la conférence internationale de haut niveau pour le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution des deux États reprend. Mais pourquoi le son il est tout pourri? Pourquoi le son est ultra bas? Oh. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Silence! Silence, s'il vous plaît! Il tape avec son petit marteau, je savais pas. Il y a ça avec l'ONU? Il s'est pris pour un juge? Aïe, 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 aïe. Le son est pourri, hein. J'essaie de le monter un peu. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs les ministres, Excellence Monsieur Antonio Guterres, c'est bon comme ça? Monsieur le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Excellence Madame Annalena Baerbock. Le son est trop pourri, c'est le signal de l'AFP, je pense, désolé. On va aller sur France 24. La 5e séance plénière de la conférence internationale le président de la République de haut niveau française. C'est beaucoup mieux. Pour le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution des deux États reprend. Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs les ministres, Excellence Monsieur Antonio Guterres, Monsieur le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Excellence Madame Annalena Baerbock, Madame la Présidente de l'Assemblée générale. Putain, ça en fait du monde, ça va, là, accouche là. Excellence, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur et un privilège pour moi de coprésider avec le Royaume d'Arabie Saoudite la présente conférence. Ce deux poids, deux mesures de la part de Macron. Il est tout fier d'être avec l'Arabie Saoudite, quoi. Donc, semaine A, ça commande des rapports pour dire que l'entrisme des musulmans en France fait que gna 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 gna. Le lendemain, ça co-préside avec le roi d'Arabie Saoudite une conférence à l'ONU, sachant que le plus gros pourvoyeur dans le monde arabo-musulman d'islam rigoriste, c'est l'Arabie Saoudite, à travers leur doctrine qui s'appelle le wahhabisme, qui est un peu l'autre nom du salafisme, mais version Arabie Saoudite, quoi. Donc vraiment, normalement, je sais pas quoi. À l'intérieur, ça déteste les musulmans et c'est en mode genre, regardez les salafistes et les islamistes et les machins bidules. Et par contre, quand on parle politique internationale, il est en mode, oh, je suis avec le roi d'Arabie Saoudite, c'est un bon pote à moi, je lui ai vendu plein de rafales en plus. Je lui ai vendu énormément d'armes, énormément d'avions. On s'est fait quelques milliards avec monsieur Mohamed Ben Salman. Ah, pitié. Hein. Oui, mais ils sont riches, c'est ça, exactement. Ils sont riches. Pour ça, ça les dérange pas. Conformément à la résolution 79-81 de l'Assemblée générale du 3 décembre 2024, nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue. Permettez-moi à présent de faire quelques observations liminaires. Vas-y, observe. Ah, il va à son poste d'observation. D'accord, il pouvait pas observer de là-haut, il faut qu'il aille un peu plus près. Je vais faire quelques observations liminaires. Je suis un petit peu loin, attendez, je me rapproche 5 minutes. J'ai du mal à observer. C'est assez liminaire par ici, mais j'arrive pas à observer. Je vais changer d'endroit. Je comprends pas ce que ça veut dire. Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs.
1 minute 38, on en est encore aux salutations. Ah, il y a vraiment le protocole, il y a toute une étiquette à respecter. Allez, on passe au discours, pitié. Nous sommes là car le temps est venu. Le temps est venu de libérer les 48 otages détenus par le Hamas. Le temps... Ok, ça commence comme ça. Le Hamas. Il est venu le temps de dénoncer le Hamas. Bah oui, ça fait 2 ans que vous faites que ça, quoi. Ok, bon. Est venu d'arrêter la guerre, les bombardements à Gaza, Ah oui, ça oui. les massacres et les populations en fuite. Oui, ça oui, ça oui. De toute façon, ça va être tout le discours, ça va être en mode il faut la paix, ok? Donc il y a des choses à se reprocher des deux côtés. Le Hamas, vous arrêtez de tuer des Israéliens et puis vous rendez les otages. Et puis au bout d'un moment, Israël va falloir se calmer 5 minutes. Hein. Quand on compare évidemment la violence qui s'abat sur Gaza avec la violence qui s'est abattue sur Israël, c'est 10 000 fois pire à Gaza, évidemment. Bon, voilà, il y a un génocide. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Le temps est venu car l'urgence est partout. Le temps de la paix est venu car nous sommes à quelques instants de ne plus pouvoir la saisir. C'est pour cela que nous nous retrouvons aujourd'hui. Certains diront trop tard, d'autres diront trop tôt. Non, c'est trop tard, hein. C'est plus trop tard que trop tôt. Ceux qui disent trop tôt, ceux qui disent c'est pas le bon timing. Reconnaître un État palestinien maintenant, c'est donner une victoire symbolique au Hamas. Non, allez vous faire foutre. Vous avez vu les images de ce qui se passe à Gaza? Juste, il faut agir tout de suite. Et se cacher derrière, oui, mais la victoire symbolique pour le Hamas. Ok, on va attendre le moment opportun quand il n'y aura plus de Palestine à ce moment-là. Ça va. Une chose est sûre, nous ne pouvons plus attendre. En Nous ne pouvons plus attendre. 1947, cette assemblée décidait du partage de la Palestine mandataire entre 2 États, l'un juif et l'autre arabe, et reconnaissait ainsi le droit de chacun à l'autodétermination. Attends. Donc ça, c'est vrai qu'effectivement, la création de l'État d'Israël en 1948, tout ça part de résolutions votées à l'ONU de partage d'un territoire palestinien entre les 2 États. Comment ça se fait alors, monsieur le président de la République, que depuis tout ce temps, la France ne reconnaît pas l'État palestinien? Alors qu'à la base, à l'ONU, c'était le but, c'était le projet. Étrange, hein? La communauté internationale consacrait là l'État Je veux d'Israël. dire juif et arabe. En vrai, dire juif et arabe pour parler des Israéliens et des Palestiniens, c'est pas complètement idiot, ça va. C'est pas ce qui me choque le plus. Accomplissant le destin de ce peuple, enfin, après des millénaires d'errance et de persécution, et qui put fonder là une si belle démocratie. La promesse d'un État arabe, elle, reste jusqu'à ce jour inachevée. Depuis lors, c'est un long chemin d'espérance et de désespoir mêlés qu'Israéliens et Palestiniens ont parcouru chacun à leur manière. Et nous avons cheminé avec eux, chacun d'entre nous selon son histoire. Moi, ça me choque de dire juif et arabe. À la base, c'était ça. C'était un État juif et un État arabe, solution à 2 États sur ce territoire. Donc non, en vérité, bon. Moi, ça me choque pas, perso. Ça me choque pas. C'est des trucs culturellement. Parfois, on parle de juifs arabes pour les juifs Mizraïm là, qui ont évolué dans le monde arabe tout le temps. Mais juif, c'est pas juste une religion. Juif, c'est toute une culture, un peuple, une ethno-religion, vous appelez ça comme vous voulez. Et voilà, de dire qu'il y a des juifs et des arabes qui parfois vivent dans les mêmes pays, justement, c'est pas une insulte ni juif ni arabe. Donc dire ça, moi, c'est pas ce qui me choque le plus. C'est pas ce qui me choque le plus. Et selon sa sensibilité. Mais la vérité est que nous portons la responsabilité collective d'avoir failli jusqu'ici à bâtir. En vrai, non. De dire juif et arabe, il y a même certains cas de figure, je vois pas ce qu'il faut dire d'autre. Oui, il y a des juifs arabes, les juifs Mizraïm, mais c'est des juifs qui vivent dans des pays arabes. Culturellement, même au niveau des langues parlées, la culture et la religion, c'est 2 cultures différentes. Les juifs qui vivent dans des pays arabes, ils disent pas je suis arabe, ils disent je suis juif, je vis dans un pays arabe. Vous voyez ce que je veux dire? Le truc du juif apatride, par rapport à quoi? Il a dit juif no spoil, bam, wepan. Mais je veux dire, vous êtes tous pour la solution à un État, sur ce live, vous trouvez que la solution à 2 États, c'est une mauvaise solution, etc., etc. Je vous connais, mes petits amis gauchistes, je suis pareil que vous, hein. On est comme ça. Mais à ce moment-là, comment on pourrait dire c'est quoi la solution à un État? C'est que juifs et arabes vivent en paix dans le même pays sur ces terres. C'est ça le but de la solution à un État. C'est que les juifs et les arabes puissent vivre dans le même État. Mais à ce moment-là, si c'est une solution à un État, il n'y a plus Israël et la Palestine. Donc c'est quoi? Le but, c'est que juifs et arabes vivent en paix sur ces terres. Donc non, c'est pas choquant de dire juifs et arabes, quoi. Voilà.
bâtir une paix. C'est choquant dans le sens, il est en mode 2 États-nations pur ethniquement. Mais juste renseignez-vous sur la création de l'État d'Israël en 1948, il n'y a rien de choquant dans le fait de dire ça. Voilà, il parlait du plan, exactement Nibakou. Il parle du projet d'Israël selon le plan de partage. Et le projet du plan de partage de 1947 en l'ONU qui a été suivi la création de l'État d'Israël en 1948, c'était le plan de partage. Le projet, c'était un État juif et un État arabe. C'est tout, arrêtez d'essayer de faire du cherry picking, il y a assez de trucs à dire sur Emmanuel Macron. Là-dessus, ça va. On s'en bat les couilles. Au Proche-Orient. C'était le projet de base. C'est l'évidence même qui s'est imposée à nous le 7 octobre 2023, lorsque le peuple israélien a subi la pire attaque terroriste de son histoire. Des juifs blancs versus des arabes, ça dépend. Ça dépend. Les juifs, ils étaient considérés comme des blancs en Europe à un moment donné où beaucoup sont fuis en Palestine. Ah, votre espèce d'anticolonialisme de demi-habile, parfois ça va vous faire dire n'importe quoi. Ils étaient considérés comme blancs, ceux qui ont fui les pogroms et la Shoah, et vous êtes au courant du nombre déjà de juifs européens qui sont arrivés sur ces territoires-là, pile pendant la Seconde Guerre mondiale, pour fuir la Shoah par balle dans l'Europe de l'Est? Ils étaient considérés comme blancs à ce moment-là en Europe? Pas sûr, hein. Et tous les juifs qui vivaient dans des pays arabes, qui sont arrivés là-dedans, c'était pas juste des blancs. C'est pas parce que les juifs israéliens, dans le contexte colonial de la Palestine, sont devenus la majorité qui opprime une minorité qui la génocide même, que les juifs qui, dans les premières phases de migration, avant la création de l'État d'Israël en 1948, étaient littéralement des blancs. C'était pas le cas. C'est après l'état de fait colonial, il arrive justement, surtout à partir de 1948, un peu avant, mais c'est un petit peu différent. Et avec nos critères d'Européens, quand tu regardes l'histoire de la création de cet État, c'est plus compliqué que ça. Voilà. Et je dis pas ça pour défendre Israël, encore une fois, parce que dans tous les cas, on s'en bat les couilles que ce soit plus compliqué que ça dans un sens, puisque à partir du moment où l'État d'Israël, depuis sa création, est un État colonial qui se comporte de manière coloniale et qui est là en train de génocider un peuple, dans tous les cas, on est du côté de la Palestine, point à la ligne. Mais quand on essaie de regarder un petit peu dans la finesse d'où sort l'État d'Israël, ce que c'était de ce plan de partage en 47, etc., parler de juifs et d'arabes, il n'y a aucun problème à dire ça, en fait. Voilà. 1224 hommes, femmes et enfants tués. 4834 hommes, femmes et enfants blessés. 251 hommes, femmes et enfants enlevés. La barbarie du Hamas et de ceux qui ont collaboré à ce le résumé du 7 octobre, massacre a stupéfait Israël et le monde. Le 7 octobre est une blessure encore vive pour l'âme israélienne comme pour la conscience universelle. Nous la condamnons sans aucune nuance, car rien, jamais, nulle part, ne peut justifier de recourir au terrorisme. Nous pensons en ce jour aux victimes et à leurs familles. Nous disons notre compassion aux Israéliens et exigeons avant toute autre chose que tous les otages encore détenus par le Hamas soient libérés sans aucune condition. Nous, Français, avons rendu... Il va y arriver aux centaines de milliers de morts palestiniens, j'imagine. Il va peut-être pas dire centaines de milliers de morts. De toute façon, les chiffres sont moins clairs, entre guillemets. Mais là, il commence... De toute façon, ça va être tout son discours, c'est de dire « il faut la paix maintenant, ok ? Vous faites un bisou et vous arrêtez de vous battre. » Donc là, il commence en parlant de la barbarie du Hamas par rapport au 7 octobre. Et après, il va enchaîner sur la barbarie d'Israël. Il va le dire de manière moins directe. Mais après, il va enchaîner probablement sur le bilan d'Israël à Gaza pour dire « tout ça doit cesser. C'est pour ça qu'on reconnaît un État palestinien. Pour que ces deux États puissent vivre côte à côte, dans la paix. Et que les violences s'arrêtent. Côté palestinien comme côté israélien. » Ça va être tout le but de son discours. Donc on sait qu'il va faire ça. À nos 51 compatriotes assassinés ce jour-là et à toutes les victimes du 7 octobre. Il n'y aura jamais d'enquête indépendante sur le 7 octobre pour rappeler la directive Hannibal mise en place. Vous êtes encore dans la méta, la directive. Il n'y a pas eu d'attentat le 7 octobre. En fait, c'est la directive Hannibal qui fait qu'Israël a tué par hélicoptère tous les Israéliens pour tenter qu'il n'y ait pas de prisonniers. Vous êtes encore sur cette théorie-là ? Parler de la directive Hannibal en BIC 2025 ? Ok. Octobre 2023. Ouais, bon, ok. Nous ne les oublierons pas. Jamais. Comme jamais... Il y a eu des massacres. Le Hamas a tué 1000 personnes dans un truc qui, dans la méthode, ressemblait à des... C'était des attentats. C'est un vrai truc. Alors, étude à l'appui, la directive Hannibal, c'est peut-être... Il y a eu quoi ? Il y aurait peut-être une dizaine, une quinzaine, une cinquantaine tout au plus. Le 7 octobre, la directive Hannibal, c'est un vrai truc. Mais quand tu regardes qui a été tué, les Israéliens qui ont été tués par la directive Hannibal... C'est très rare. C'est la possibilité qu'il y en ait eu. Donc la théorie qui consiste à dire non, le Hamas, il voulait tuer personne. C'est Israël qui a tué tous les Israéliens tellement ils sont monstrueux en faisant la directive Hannibal parce qu'ils préféraient des morts que des prisonniers parmi leur propre peuple. Le Hamas n'a rien fait. C'est du complotisme. C'est une théorie de con.
Je veux dire, c'est pas parce que le Hamas a tué 1000 personnes le 7 octobre qu'il faut se cacher derrière ça pour justifier le génocide en Palestine. Mais je veux dire, on peut admettre que le Hamas a tué 1000 personnes en Israël à partir du le 7 octobre et que derrière, ça ne justifie en rien toutes les horreurs que font Israël à Gaza et que faisait déjà à Gaza, et que tout ça est le résultat justement de la politique coloniale d'Israël. Mais se cacher derrière son petit doigt en disant non, là, c'est la directive Hannibal, en fait le Hamas n'a tué personne. En fait, c'est au lieu d'analyser concrètement la situation israélo-palestinienne, juste se cacher derrière des espèces de théories complotistes que je trouve assez vite puantes, quoi. Voilà. La directive Hannibal, du coup, j'ai même pas expliqué ce que c'était. C'est une directive qui existe vraiment, hein, c'est un vrai truc de l'armée israélienne, qui dit dans certains cas de figure, on préfère mettre en danger des soldats israéliens, typiquement. Imaginons des soldats israéliens qui sont capturés par le Hamas, et ben ils préfèrent mettre en danger leurs propres soldats en, par exemple, bombardant la voiture quitte à ce que le soldat meure pour éviter d'avoir un prisonnier à la place, ou un otage, vous appelez ça comme vous voulez. Et donc c'est une directive qui existe, qui s'appelle la directive Hannibal. Et donc il y a peut-être quelques soldats israéliens qui ont été tués via la directive Hannibal dans l'histoire d'Israël, mais il n'y en a vraiment pas tant que ça. Contre, c'est un truc qui a été repris par énormément de gens après le 7 octobre pour dire regardez, le Hamas n'a tué personne, en fait c'est Israël qui tue ses propres peuples, regardez comment ces sionistes sont absolument monstrueux et le Hamas il a rien fait. C'est juste bête de dire ça, c'est juste bête. C'est juste faux. Donc en vrai, basons-nous sur la réalité, y compris la réalité de la violence de l'attaque du 7 octobre, plutôt que d'aller dans des trucs complotistes. Et encore une fois, je veux dire, au tout début, c'était tellement en mode genre non, on peut bien tuer 100 000 Palestiniens puisqu'il y a eu le 7 octobre. Donc je comprends que cette rhétorique ait émergé. Mais voilà. 695 civils tués par le Hamas, le reste c'est des soldats. Ouais, mais ils n'ont pas été tués directement par Israël, quoi. Voilà. Qui dit que le Hamas n'a tué personne? Mais les trucs avec les directives Hannibal, c'était pour dire ouais, le Hamas, il n'a pas tué de grand monde. Hein. En réalité, c'est juste que je l'ai vu cette rhétorique, je l'ai vu très bien, la rhétorique complotiste qui tournait autour de non, c'est la directive Hannibal. Je vois très bien un petit peu de quel côté ça va lorgner, mais je voulais dire, voilà. Le combat. Le ministre de la Défense Yoav Gallant a reconnu qu'à certains endroits l'ordre avait été donné, mais pas partout. Je suis d'accord, mais pourquoi on parle de ça maintenant au moment de la reconnaissance de l'État de Palestine par Macron à l'ONU en fait? Je vois pas le putain de rapport, quoi. On n'en est plus là depuis au moins 1 an et demi, quoi. Distanciel contre l'antisémitisme. Que ça ressorte en big 2025, moi je vois ça avec un œil bizarre, c'est tout. Nous savons la morsure du terrorisme. Nous portons au cœur le souvenir du témoignage de fraternité offert après voilà, Israël est monstrueux au vu de l'horreur commise à Gaza. Ça suffit largement, en fait. Ça suffit largement comme donnée. Pas besoin d'aller mettre le doigt sur des trucs qui sont un peu de l'ordre du complotisme pour les rendre encore plus monstrueux qu'ils sont réellement, quoi. Là, c'est bon, il suffit juste de regarder ce qui se passe. Il suffit juste de regarder les déclarations d'Israël, l'histoire de cette région et le génocide à Gaza. En fait, il n'y a rien besoin d'aller chercher de plus. A commis à Paris le 7 janvier 2015 par des dizaines de dirigeants étrangers manifestant avec eux, au premier rang desquels le Premier ministre israélien et le président de l'autorité palestinienne. Nous savons qu'aucune faiblesse n'est possible face aux terroristes. Nous savons aussi le danger des guerres sans fin. Nous savons que le droit toujours doit l'emporter sur la force. Nous savons, enfin, de notre histoire, que l'attachement à l'universel et à la paix est l'héritage des siècles passés comme la condition du salut. J'affirme cela au nom de notre amitié avec Israël, à qui notre engagement n'a jamais fait défaut, au nom de notre amitié aussi avec le peuple palestinien. Qui notre amitié n'a jamais fait défaut, le peuple palestinien. J'aimerais donner toute mon amitié à mon ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Je trouve qu'il est vraiment très bien. Il déteste les Arabes, comme moi. Là, vraiment, on dirait qu'il m'imite en train de l'imiter, c'est fou. Hein. Nous voulons que la promesse initiale des Nations Unies, celle de 2 États vivant côte à côte en paix et en sécurité, devienne réalité. Or, à cette heure, Israël étend encore ses opérations militaires à Gaza dans l'objectif déclaré de détruire le Hamas. Mais ce sont les vies de centaines de milliers de personnes déplacées, blessées, affamées, traumatisées, qui continuent d'être détruites. Alors même que le Hamas a été considérablement affaibli et que la négociation d'un cessez-le-feu durable reste le moyen le plus sûr d'obtenir la libération des otages. Rien ne justifie plus la poursuite de la guerre à Gaza. Rien. Tout commande au contraire d'y mettre un terme définitif maintenant, à défaut de l'avoir fait plus tôt, pour sauver des vies.
Il y a quand même eu une évolution du discours français par rapport à il y a un an, on peut pas dire le contraire. Hein. Jamais on n'aurait pu imaginer le président français dire ça doit stopper, cela doit stopper. Alors c'est vraiment beaucoup trop tard parce qu'il suffit de voir le nombre de centaines de milliers de morts et d'affamés, etc., etc. Ça fait du bien même si c'est frustrant. Ouais, voilà. Moi, quand je vois ça, je suis en mode genre force est de constater que le vent est un peu en train de tourner quand même. Voilà. Les vies des otages israéliens encore détenus dans des conditions atroces. Les vies des centaines de milliers de civils palestiniens accablés par la faim, la souffrance, la peur de mourir, le deuil de leurs proches. Sauver toutes les vies. Car depuis désormais près de 2 ans, c'est bien la négation de l'humanité de l'autre et le sacrifice de la vie humaine qui prévalent. Oui, depuis le 7 octobre, c'est bien la vie de l'autre qui est niée. Nous le disons depuis le premier jour de la guerre à Gaza, une vie vaut une vie. Je le sais, pour avoir pris dans mes bras les familles des otages rencontrés à Tel Aviv puis à Paris. Et je pense à cet instant à la mère d'Eyatar David, otage affamé et montré à la foule par ses bourreaux. J'arrive pas à me concentrer. Genre, quand il est en discours à l'ONU, il parle exactement comme moi, c'est fou. Il parle pas tout le temps exactement de la même manière, Macron. J'arrive pas à me concentrer. C'est super bizarre. Mon esprit est à 3 endroits en même temps. Je suis concentré sur la prosodie d'Emmanuel Macron qui me fait penser à mon imitation. Je suis concentré sur le chat. Et je suis concentré aussi sur ce moment qui est quand même un peu un moment historique parce que la reconnaissance d'un État palestinien par la France, c'est quand même un petit changement de paradigme qui a été salué par quand même tous les pro-palestiniens, quoi. Donc je sais pas, je suis en dissonance cognitive bizarre, quoi. Et à mon côté où je suis presque un petit peu ému, en même temps je vois c'est full blague sur le chat. C'est normal, c'est un chat Twitch, je vous le reproche pas. Mais je suis en mode genre... Et en plus il y a l'imitation Macron qui ressemble à mon imitation. Du coup je suis en mode genre... voilà. Je pense à Nimrod Cohen, otage de 19 ans dont je viens de saluer le père. Je le sais. Je le sais. Vraiment, c'est mon imitation, c'est la même chose. Pour être allé aussi au chevet des victimes palestiniennes, des opérations militaires israéliennes, réfugiés à Al-Arish, des femmes, des enfants, dont je n'oublierai pas le regard. Je le sais. Pour avoir rencontré des jeunes de Gaza accueillis en France, et je pense à Rita Baroud, qui aurait dû être avec nous aujourd'hui. Incapable de citer un seul nom palestinien. Il vient de le faire. C'est horrible parce que genre, moi, il y a le truc où je regarde ça et c'est un moment, c'est serious business. Le discours du président de la République française à l'ONU qui déclare que la France reconnaît un État palestinien, sachant qu'il y a d'autres pays qui l'ont fait en même temps en Europe. Je veux dire, moi, je regarde ça en mode genre, c'est un peu un moment historique. Et je vois, vous faites que des blagues. Du coup, c'est horrible. Ça me donne presque pas, ça me donne pas envie de prendre la défense de Macron parce que je le déteste. Mais vous voyez, je suis en mode, j'aurais peut-être pas dû le faire en React. Voilà, c'est juste ça. Et qui continue de témoigner de la détresse de ses proches à Gaza. Une vie vaut une vie. Et notre devoir à tous. Alors rappelle qu'il a dit une vie vaut une vie. Ça suffit à certaines personnalités turbo-sionistes de l'enfer, ultra soutien, méga soutien de Netanyahou et d'Israël, de dire c'est le slogan du Hamas, une vie vaut une vie. C'est une honte que Macron ait dit une vie vaut une vie. C'est Rachel Kahn qui a dit ça. Un truc aussi consensuel que une vie vaut une vie. Pour le camp israélien totalement matrixé et endoctriné, c'est déjà un soutien au Hamas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Si ça a un sens, c'est l'endoctrinement. Vous êtes beaucoup à avoir rigolé, ricané et faire des blagues, j'imagine, en voyant Rachel Kahn pleurer hier soir. Moi, ça m'a pas fait rire. Personnellement, ça m'a pas fait rire. Ça m'a pas fait rire. Pas par empathie ou amitié envers Rachel Kahn, mais c'est juste le niveau d'endoctrinement. Le niveau d'endoctrinement et de baisage de crâne qu'il faut pour se retrouver à pleurer parce que Macron a dit une vie vaut une vie à l'ONU. Moi, ça me glace le sang aussi. Moi, personnellement, ça m'a pas fait rire. Elle me fait pitié, exactement. Je suis en mode genre, mais le niveau d'endoctrinement, en fait. Le niveau d'endoctrinement. Il y a plein de personnes juives qui sont un peu aussi parfois dans ces niveaux d'endoctrinement. Parce qu'on leur a raconté toute leur vie qu'Israël, c'était l'état des juifs et que c'était l'état refuge pour eux. Et que depuis qu'il y avait Israël, les juifs avaient enfin un endroit pour aller en sécurité face aux horreurs que le peuple juif a subies pendant 2000 ans. Et qui se retrouvent à avoir tout ce truc-là qui s'effondre du jour au lendemain parce que Israël fait un putain de génocide. Et du coup, qui se retrouvent pris en dissonance cognitive entre l'endoctrinement qu'ils ont subi toute leur vie et le discours pro-palestinien qui est absolument nécessaire. Et oui, elle a l'air sincère, c'est pas des larmes de crocodile. Quel est l'espace mental dans lequel il faut être pour se mettre à pleurer pour ça ? Moi, ce que je vois, c'est un endoctrinement massif de énormément de personnes et beaucoup de personnes juives du coup. Et moi, ça me fait mal au cœur de voir ça. Ça me fait mal au cœur. Pas par sympathie pour Rachel Kahn, mais quand on voit ce que ça signifie derrière, je me dis putain, dans quel monde de merde on vit, quoi.
Voilà. Et ça me fait un peu pareil. Là, je suis là en train de voir ça. Moi, je suis en mode, c'est des choses pour moi. C'est pas émouvant, mais c'est fort de voir ça, parce que je déteste Macron. En même temps, de le voir reconnaître l'État palestinien, je suis content qu'il y ait une reconnaissance de l'État palestinien de la France, même si c'est 1000 fois trop tard. Et du coup, c'est pour ça que je suis en dissonance cognitive entre le moment un peu historique que je suis en train de voir et les centaines de blagues sur le chat qui font du cherry picking. Je vous le reproche pas, parce que c'est un chat Twitch, je sais trop bien, on est là pour chier sur Macron, c'est le but de ce live, évidemment. Je veux dire, pour ça, là, je passe un moment bizarre. Je tiens à le dire, je passe un moment bizarre. Évidemment, quand on entend Rachel Kahn nier l'humanité des Palestiniens, c'est glaçant mais pas surprenant. Évidemment, mais c'est tout le principe de l'endoctrinement. C'est tout le principe de l'endoctrinement et même de la guerre. Alors, c'est pas juste la guerre, là, parce que là, c'est une guerre génocidaire, c'est pas une guerre en vérité. C'est un État colonial qui génocide un peuple. C'est pas la même chose. Mais c'est le principe de la guerre. Quand il y a une guerre, la Première Guerre mondiale, c'était des Français endoctrinés, prêts à tuer des frères travailleurs allemands parce qu'on leur a chié dans le crâne à coups de drapeau bleu-blanc-rouge, pendant que les Allemands faisaient exactement la même chose. C'est le principe de l'endoctrinement et de la guerre à partir du moment où des humains se déshumanisent et s'entretuent. Et qu'il y a un endoctrinement derrière, ça me donne envie de chialer. De la même manière que quand tu vois des films sur la Première Guerre mondiale, de voir des Français et des Allemands qui n'ont rien les uns contre les autres, qui sont des travailleurs exploités par les mêmes racleurs capitalistes, se trouer la peau et passer 4 ans d'enfer, les pieds dans la boue et au milieu des rats dans les tranchées. Quand tu vois ça, genre tu prends un coup dans le bide. Et derrière tout ça, ce qui permet tout ça, c'est un endoctrinement et le nationalisme. Jaurès disait, le nationalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Et ben ce qu'on voit, c'est un espèce de nationalisme israélien qui se base sur un endoctrinement fou en appelant à l'affect de personnes juives, et un affect qui quand même, on a manqué de se faire génocider il y a moins de 100 ans, quoi. Moi, quand je vois ça, j'ai envie de chialer, et voir toute cette blague et cette légèreté parfois autour, j'avoue, parfois en live, j'ai du mal avec ça. Voilà, je vous le dis, c'est pas pour vous faire des reproches, mais c'est pour vous expliquer l'état mental dans lequel je suis. C'est un peu compliqué pour moi, là. Voilà, mais tranquille après. J'ai les uns et les autres. Et sachant que je vois Macron, et je n'entends que mon imitation, en plus, je n'entends que mon imitation. je sais plus où j'en suis là, c'est compliqué. Je vais me rouler une clope. Devoir indivisible. Mais bon, voilà, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire là à propos de ce que je viens de dire. C'est juste que c'est des trucs, on a tellement d'affect par rapport à ça. Tout le monde, hein. Tout le monde. Mais moi j'ai aussi un peu cet affect juif par rapport à ça qui fait que il y a des moments où j'ai de l'empathie pour des gens qui se font chier dessus par la gauche toute la journée, à raison. Mais j'ai quand même de l'empathie pour eux. Vous voyez? Et c'est pas vraiment l'empathie de Rachel Kahn parce que c'est une horrible personne, quoi. Mais on a tous nos affects par rapport à ça, on est tous en train de péter un câble. Et dans ce moment qui est objectivement un moment où on se dit un peu... moi j'ai un peu de soulagement en voyant quand même ce discours de Macron qui reconnaît un État palestinien. Je me dis que les choses avancent beaucoup trop tard et beaucoup trop petit à petit, mais du coup je suis pris dans mes affects les uns avec les autres dans tous les sens, qui fait que c'est riche en émotions pour moi ce moment. Pas parce que je suis ému par le discours de Macron en soi qui est assez gaze, hein, il faut dire ce qui est même très problématique à bien des égards, mais parce que le moment que je suis en train de vivre en live devant 1000 personnes, il se passe plein de choses dans ma tête et dans mon cœur. Voilà, je vous le dis, je suis sincère avec vous. Comme l'est notre humanité commune. Une solution existe. Voilà, exactement. Quand tu vois d'anciens amis de collège, lycée, de partir en mode full extrême droite complotiste, et à un moment donné, bah ouais, on a le droit de les insulter, mais ça fait mal au cœur quand même. Ça fait mal au cœur parce qu'on voit l'endoctrinement qu'il y a derrière. Et moi, c'est un truc dont j'ai souvent parlé et j'ai envie de parler, c'est l'endoctrinement des Israéliens, quoi. Il y a un moment donné, si le but c'est de faire la solution à un État où justement juifs et arabes peuvent vivre en paix sur ces terres, c'est ce qu'on disait au début. Bah, la question du désendoctrinement des Israéliens, qui pour beaucoup sont totalement fanatisés, hein. Tous à un degré plus ou moins, à un degré divers et varié. Mais je veux dire, la question de la fin de l'endoctrinement et de la redescente par rapport à ça, si vraiment, sincèrement, on est pour une solution à un État dans laquelle juifs et arabes peuvent vivre en paix, cette question-là, elle est centrale. Elle est centrale. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, les blagues sur les Rachel Kahn qui pleurent, perso, moi, ça m'a pas fait rire. J'ai vu ça, ça m'a glacé le sang, personnellement. Mais bon, voilà. À tous. Relisez Fanon. Le colonialisme, c'est l'humanité qui perd à la fin. Et même le colon perd de son humanité. Et même le colon serait sauvé par l'anticolonialisme car il retrouverait l'être humain qui sommeille qui est en lui. Voilà. Et de protéger les uns et les autres. Devoir indivisible comme l'est notre humanité commune. Après, je sais pas si vous avez déjà parlé à des personnes que vous aimez, qui sont juives et qui sont un peu sionistes, endoctrinées sur les bords. Je sais pas combien dans le chat ont déjà eu ce genre de conversation. Mais c'est peut-être pour ça aussi. Voilà. Une solution existe pour briser le cycle de la guerre et de la destruction. C'est un vrai sale sujet de merde, quoi. C'est la reconnaissance de l'autre, de sa légitimité, de son humanité, de sa dignité. Que les uns et les autres rouvrent les yeux et voient des visages humains, là où la guerre a placé le masque de l'ennemi
ou les traits d'une cible. C'est la reconnaissance qu'Israéliens et Palestiniens vivent dans une solitude jumelle. Solitude des Israéliens après le cauchemar historique du 7 octobre 2023. Bon, ça va, tu vas dire que 7 octobre combien de fois là? Stop. Solitude des Palestiniens à bout de force dans cette guerre sans fin. Le temps est venu, car le pire peut advenir. Qu'il s'agisse du sacrifice de tant d'autres civils. Parce que moi, quand on voit toute la propagande pro-israélienne qu'il y a eu à la tête, dans les plus hautes strates de l'État à tous les niveaux, etc., ça vous fait rien du tout de voir Emmanuel Macron à l'ONU dire cette guerre doit finir. Ah oui, il dit guerre au lieu de génocide. Je suis d'accord, il dit guerre au lieu de génocide. Mais moi, quand je vois ça, je suis en mode genre, est-ce qu'il serait pas en train de se passer quand même un peu quelque chose? Moi, je sais pas, ça me fait pas rien. Ça me fait pas rien, même si je déteste Macron, hein, évidemment. De l'expulsion de la population. Ça te met la gerbe justement pour ça? En mode genre, ça crée une émotion et t'as le seum que ce soit Macron qui parle de tout ça parce que c'est une enflure et que là-dessus il a été totalement irresponsable. Je comprends. Mais je pense que oui, on est tous un peu. Je pense qu'on est beaucoup à être dans cet état. Du coup, c'est un réact intéressant au sens où j'analyse pas. Là, je parle vraiment avec le cœur. Mais du coup, c'est pas inintéressant de parler de ça de cette manière. De Gaza vers l'Égypte. Et oui, il dit guerre aussi parce que c'est le contexte, il n'est pas au bistrot là, tout à fait. Je pense que chaque mot de son discours a quand même été choisi soigneusement parce qu'il représente l'Occident qui de base est en mode full sioniste colonial, etc., etc. Il doit aussi parler à cette sensibilité-là et au nom de cette sensibilité-là. Donc il y a ce côté en mode genre les trucs de discours à l'ONU, etc. C'est quand même très serious business. Et enfin, je sais pas. On va regarder. L'annexion de la Cisjordanie. S'il arrivait qu'il est en mode genre ouais, Free Gaza, de la mer au Jourdain, stop le génocide, les colons sionistes dégagés, etc. En fait, il peut même s'il voulait le faire, il pourrait même pas le faire. Et encore une fois, je dis pas ça pour sucer Macron. C'est juste prenons le poids de ce que c'est que ce moment, quoi. C'est tout. De la mort des otages détenus par le Hamas ou des faits accomplis qui changent de manière irréversible la situation sur le terrain. C'est pour cela que nous devons aujourd'hui, ici même, ouvrir ce chemin de paix. Car depuis juillet dernier, l'accélération des événements est terrible. Et au point où nous en sommes, il est à craindre que les accords d'Abraham ou de Camp David soient remis en cause par l'action d'Israël et que la paix devienne impossible pour longtemps au Moyen-Orient. Il pèse donc sur nous une responsabilité historique. Nous devons tout faire pour préserver la possibilité même d'une solution à deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien. À la limite, ça renoue un tout petit peu avec l'engagement historique de la France au Proche-Orient, hein, mais ça fait depuis Nicolas Sarkozy qu'il y a eu des grands changements diplomatiques, qui fait que là où effectivement la France était quand même appréciée dans beaucoup de pays arabes, parce que par rapport au non-engagement dans la guerre d'Irak de 2003, le fameux discours de De Villepin à l'ONU, etc., bah, c'est en train de changer. Ça a changé vraiment beaucoup. Hein. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu ou voyagé dans des pays arabes. Mais moi, je sais que j'ai un ami à moi, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, qui a été prof au Kurdistan irakien pendant 2 ans, 2 ou 3 ans, je sais plus exactement, il était au Kurdistan irakien. Et quand on en avait parlé, il était vraiment en mode genre... de base, enfin les Français, moi quand je disais que j'étais français, il y a plein de gens qui étaient en mode genre « Oh, t'es français, trop bien !» En mode, voilà, de tous les pays d'Europe, t'es un des seuls qui, par rapport aux Arabes, n'a pas fait absolument n'importe quoi, genre. Il y a vraiment ce truc-là, quoi. Et donc, justement, depuis Sarkozy, depuis Kadhafi, notamment, exactement, au Nibakou, c'est beaucoup, beaucoup moins le cas. Voilà. Et donc là, Macron, justement, il essaie d'avoir un peu son moment Dominique de Villepin, son moment gaulo-chiracien, je sais pas comment vous parlez de ça, son moment un peu gaulliste. Et c'est aussi pour ça, lui, qu'il le fait. Voilà. Mais je veux dire, ce truc-là, du non-engagement de la France dans la guerre d'Irak, dans l'envahissement de l'Irak par les États-Unis en 2003, c'est serious business. Et dans les pays arabes, croyez pas que c'est en mode genre, ah, mais de toute façon, c'était que de la com de Dominique de Villepin, ce droitard. Et à un moment donné, vraiment, ça a eu des effets. Et le truc de la place singulière par rapport aux pays arabes, de la France, diplomatiquement, héritage de De Gaulle, machin bidule, c'est un truc qui est réel, quoi. Et dans les pays arabes, ils disent pas le contraire. Voilà. Donc fuck Macron encore une fois, mais... Fuck Macron parce que justement, jusque-là, il n'était pas dans cette tradition française-là, quoi. Il n'était pas du tout dans cette tradition française-là. Donc est-ce que c'est le début, peut-être, d'un renouement avec cette doctrine diplomatique française ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et le peuple palestinien. Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Bravo, bravo. J'ouvre la fenêtre, j'arrive. Oh là, je suis un peu ému, je suis désolé, là je suis un peu ému, ça a beau être Macron. Les applaudissements comme ça à l'ONU, en vrai, si, c'est émouvant, je suis désolé, je suis ému. Parce que là, surtout que tu vois les applaudissements de tous les pays du Sud, quoi, des pays qui reconnaissent déjà l'État palestinien. En vrai. Cette reconnaissance est une manière d'affirmer que le Il y a peuple... les USA qui sont partis. On a vu les USA partir, sérieux? C'était où? C'est eux les USA? Ah ouais, United States of America. Waouh. Ah non, ils s'assoient. Ah non, ils étaient pas là. C'est que les USA n'étaient pas là. Ils n'ont jamais été là, oui c'est ça. Israël et les USA n'étaient pas présents à l'ONU ce jour-là, quoi. Yes. Si ça avait été Biden, vous pensez que les États-Unis seraient restés là ou pas? Ils auraient suivi un peu le mouvement? Je sais pas en vrai. En tout cas, Trump, c'est sûr et certain que non, évidemment. Salut Jérémy, comment ça va? Cette reconnaissance est une manière d'affirmer que le peuple palestinien n'est pas un peuple en trop, qu'il est au contraire ce peuple qui ne dit jamais adieu à rien, pour parler avec Mahmoud Darwish, un peuple fort de son histoire, de son enracinement, de sa dignité. Et la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien n'enlève rien aux droits du peuple israélien, que la France a soutenu dès le premier jour et au respect desquels elle n'est pas moins attachée. Précisément car nous sommes convaincus que cette reconnaissance est la solution qui seule permettra la paix pour Israël. Jamais la France n'a manqué à Israël quand sa sécurité était en jeu, y compris face aux frappes iraniennes. Nous sommes pour le droit international, nous autres les Français. Mais cela dit, quand Israël ne respecte pas le droit international, nous serons toujours derrière eux. Je n'ai pas arrêté l'avion de M. Netanyahou lorsqu'il a survolé l'espace aérien français, alors même qu'il est actuellement sous un mandat d'arrêt international de la CPI. C'est vrai. Car je suis pour Israël, mais pas seulement, c'est le en même temps de Macron. Je suis aussi pour la Palestine, ce peuple fier, qui malgré ses difficultés en ce moment, montre qu'ils sont fiers. Je n'ai pas autorisé la pavoison de drapeaux palestiniens sur les mairies françaises. Oui, peut-être, mais je suis résolument pro-palestinien. Palestine libre, de la mer au Jourdain. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours dit. Il y a trop de cynisme dans son texte, moi j'arrive pas à être ému. Non mais c'est le moment où il a dit « Je déclare que la France reconnaît un État palestinien » à la tribune de l'ONU. Moi les applaudissements, je suis désolé, ça m'a ému. Regardez toutes les horreurs qu'on voit depuis 2 ans. Reconnaissance de l'État de Palestine est une défaite pour le Hamas. Juste, regarde, moi, j'ai la tête dans les États-Unis en permanence en ce moment. Je vois le fascisme américain s'installer, c'est horrible. Genre c'est le fascisme qui arrive dans la première puissance mondiale. C'est glaçant ce qu'on voit tous les jours. C'est glaçant. Quand je vois ça, je me dis, c'est un peu moins glaçant, déjà. Voilà. Comme pour tous ceux qui attisent la haine antisémite, nourrissent des obsessions antisionistes et veulent la destruction de l'État d'Israël. Cette reconnaissance de la France est accompagnée par celles qui seront annoncées aujourd'hui, entre autres. Et ça ne change rien du tout, arrêtez de bander là-dessus. Ok, Dmitry Ruskov, c'est vraiment toi le plus radical. Est-ce que tu serais pas juste un peu cynique aussi au bout d'un moment? Ça va. Rien ne changera rien. Ça, c'est la team qui s'en mode genre, de toute façon, ça changera rien. Les Palestiniens, ils vont tous mourir. Point à la ligne. Ok, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je en remercie. C'est fatigant à la fin, ça va. De l'Australie, de la Belgique, du Canada, du Luxembourg, de Malte, de Monaco, du Portugal, du Royaume-Uni, de Saint-Marin, qui ont attendu avec nous ce moment. Et saisissant l'appel de juillet dernier, ont fait le choix de la responsabilité, de l'exigence et de la paix. Voilà, les organisations en Palestine disent que c'est une défaite diplomatique pour Israël. Si vous détestez Macron, enfin on déteste Macron, la question se pose pas, c'est pas si vous détestez Macron.
regardez ce que dit Netanyahou, regardez ce que disent les Américains, regardez ce que disent les Palestiniens de cette décision. Moi, j'avais vu des vidéos de militants pro-palestiniens et c'est pas des gens sur un chat Twitch ou même moi derrière mon écran. C'est des gens en mode qui se battent pour les droits des Palestiniens depuis 20 ans. Quand ils ont appris la nouvelle de la reconnaissance de l'État palestinien, ils ont tous fait « Oh !» Ils se sont mis à applaudir et il y en avait qui pleuraient, quoi. C'est bon, arrêtez de faire dans une espèce de radicalité performative ou dans un moment. Moi, c'est un truc qui me fatigue de plus en plus. Voilà, je vous le dis. Après, c'est pas là, j'ai pris un message dans le chat. Désolé, tu prends un peu pour tout le monde, mais voilà, j'ai envie d'avoir un discours là-dessus, là, à l'occasion de ce discours de Macron. Je pense que c'est pas inintéressant de parler de ça justement, et voilà quoi. Moi, je dirais pas que ça ne change rien, mais je suis pas sûr que ça aide les Palestiniens. Oui, certes, mais c'est que par rapport à l'histoire française du rapport qu'a la France à la Palestine, dans le contexte français, ça reste pas rien, quoi. Voilà. Et on a le droit d'être un peu, on a le droit au moins d'être ému le moment où il a dit je reconnais l'État palestinien et que d'un seul coup toute l'ONU applaudit, quoi. Voilà. Et oui, de toute manière, c'est très bien. En revanche, il faut accompagner la reconnaissance de sanctions pour être effectif. Évidemment, évidemment. Calme-toi, tu te doutes pas que Macron aide Israël, mais ah bon? La France est pro-israélienne? Ah merde, ah bah, j'avais pas remarqué, zut. Ah, heureusement que t'es là, Poomer, pour me le dire. Ah merde, ah j'avoue, je savais pas. Ah, moi j'ai rien dit alors. Après le choix fait par l'Espagne, ça va, j'ai parlé combien de centaines d'heures de ça en live, ça va. La Norvège et la Slovénie en 2024 et tant d'autres auparavant. Cette reconnaissance ouvre le chemin d'une négociation utile aux Israéliens comme aux Palestiniens. C'est chiant, c'est qu'il fait vraiment en mode il met Israël et Palestine tout le temps sur le même plan. Et ça, c'est le truc dans son discours qui est insupportable. Et c'est là où l'évidence même de dire que c'est pas un conflit symétrique et que justement c'est un État colonial qui est en train de génocider un peuple, il est totalement omis de son discours. Mais en même temps, c'est Macron, évidemment. Et moi, ça m'est insupportable. Mais effectivement, genre, si vraiment le but c'est de faire des sanctions à Israël, peut-être que si tous les pays de l'Union européenne reconnaissent l'État palestinien, peut-être qu'à l'échelle de l'Union européenne, pour commencer à appliquer des sanctions à Israël, ça serait peut-être un peu plus simple déjà. Voilà. Ce chemin est celui du plan de paix et de sécurité pour tous que l'Arabie Saoudite et la France ont soumis au vote de cette Assemblée qu'il a adopté. Je ne donne pas le point à Macron, on s'en bat les couilles. Là, c'est pas juste Macron qui parle, là, c'est la France qui parle à l'ONU. C'est ça, en fait, où on n'arrive pas à se comprendre. Moi aussi, le fait que ça soit Macron le messager, ça me casse les couilles. Mais là, c'est juste, je ne jette aucune fleur à Macron pour ce qu'il a fait, parce que, encore une fois, je l'ai dit, tout le live d'hier, on a fait que parler de ça. C'est 10 fois trop tard. Et quand tu vois le bilan de la France par rapport à la Palestine, ça pue la merde. Mais là, il parle au nom de... C'est la France qui parle à travers lui à l'ONU, vous voyez ce que je veux dire? C'est de la diplomatie, on est à l'ONU, quoi. Et oui, la France est ultra responsable dans toute la situation en Palestine, évidemment. Et Macron essaye de choper des dividendes de tout ça pour des raisons bassement politiciennes. Évidemment, je suis bien d'accord, ceci étant dit, genre, la France reconnaît l'État palestinien, il y a un discours à l'ONU, on a le droit de dire c'est plus réjouissant que d'autres trucs. Un État palestinien sans État, les zones d'ombre du plan Macron. Mais je suis chaud pour lire ça après, il n'y a pas de souci. Je pense que je suis d'accord. Mais simplement, voilà, laissez-moi le temps de juste regarder le discours. Je me réjouis au moins un tout petit peu de ça. Ça reste, par rapport à il y a 1 an et demi, un discours qui est totalement différent de ce qu'il y avait 1 an et demi, quoi. Il porte notre ambition commune de briser l'engrenage de la violence et de changer la donne sur le terrain. Nous avons su faire un pas les uns vers les autres, sortir de nos postures habituelles et nous donner des objectifs concrets. Il nous appartient maintenant, ensemble, de déclencher une mécanique de paix répondant aux besoins de chacun. Ah pareil, je vois quelqu'un qui dit non, mais la solution à 2 États, quoi. C'est juste que, est-ce qu'on veut... Il y a plusieurs trucs qui se télescopent. Il y a la situation coloniale en Palestine, et ça, c'est sur le temps long que ça va se résoudre. C'est pas demain en claquant des doigts sur une décision, même s'il y a des sanctions de toute l'Union européenne, même si Israël commence à ne plus être soutenu par les États-Unis, on est extrêmement loin de ça. Est-ce que ça règle toute la situation en Palestine, la situation coloniale en Palestine du jour au lendemain? Non. Le chemin vers la solution à un État, c'est un chemin qui va être long, douloureux et tortueux. Et c'est l'horizon à avoir. C'est l'horizon qu'on veut atteindre. Mais c'est très très loin. C'est quand même très très lointain. Il y a un autre horizon à atteindre, qui n'est pas un horizon, qui est là tout de suite, qui est une urgence. C'est le contraire de l'horizon à atteindre. C'est une urgence, c'est la fin du génocide à Gaza. Pourquoi on se bat? On se bat pour la fin de la situation coloniale en Palestine? Oui. On se bat aussi pour la fin du génocide à Gaza. Et là, c'est vraiment extrêmement urgent, la fin du génocide à Gaza. Sinon, au bout d'un moment, il n'y aura plus de Gazaouis. Littéralement, il n'y aura plus de Gazaouis.
Donc je veux dire, si ce truc de reconnaissance d'un État palestinien et de solution à 2 États, temporairement, ça peut déjà permettre de freiner les velléités génocidaires et expansionnistes d'Israël et garantir la fin du génocide, bah moi je suis pour la solution à 2 États. Mais c'est que c'est pas suffisant. Mais on arrive à raisonner comme ça quand on parle de la politique française. Vous raisonnez tous comme ça quand on parle de politique française. C'est quoi l'horizon quand on est un militant de gauche, etc., etc. Moi, mon horizon, c'est quoi? C'est le communisme, c'est le socialisme avec un grand S. C'est la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme et la collectivisation des moyens de production et après le dépérissement de l'État pour qu'on vive dans une société socialiste mature telle que décrite par Marx. Moi, c'est ça mon horizon. C'est ça que j'aimerais voir advenir par rapport économiquement, vous voyez? Ben, en attendant, ça fait que sucer Mélenchon toute la journée parce que déjà, avoir un président keynésien qui régulerait un peu plus le capitalisme, oui, s'il vous plaît, ça serait quand même un pas dans la bonne direction. Vous voyez? Bah là, c'est un peu pareil. L'analogie, elle vaut peut-être ce qu'elle vaut, mais la solution à un État, c'est la fin du capitalisme. La solution à 2 États, c'est élire Mélenchon président de la République. C'est pas la fin du chemin. Mais si ça permet de stopper le génocide gazaoui, bah je suis là actuellement pour la solution à 2 États. Mais encore une fois, ça ne sera pas suffisant. De la même manière que je suis pour que la France insoumise prenne le pouvoir en France par les urnes, mais ça sera que le début d'un chemin. De la même manière que la fin du génocide, là, si on arrive à la fin du génocide, si c'est la fin du génocide, on sera en droit de se réjouir pour le coup. Là, on va arrêter de faire les peines à jouir peut-être si c'est la fin du génocide. Bah, ça serait que le début du chemin malgré tout. Parce que ça ne sera pas la fin de l'émancipation du peuple palestinien. Voilà. Le premier temps de ce plan de paix et de sécurité pour tous est celui de l'urgence absolue. En vrai, l'analogie, ça va. Elle est bien. Pareil pour la fin du racisme, exactement. Exactement. Faire passer des lois et trucs pour faire reculer l'antiracisme. La fin du chemin du racisme, le jour où il y aura juste plus de racisme dans le monde, on en est très loin. Et on peut mettre tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on peut en France et avancer déjà fort, ça sera que le début du chemin. Oui, voilà, tout à l'heure, on a fait que sucer la taxe Zuckman alors que c'est un truc pour corriger l'effet régressif de l'impôt sur le revenu dans le cadre du capitalisme français en 2025. Et on trouve ça réjouissant, on le célèbre ce truc-là. C'est pas exproprier la bourgeoisie et collectiviser les moyens de production. Donc là, c'est pareil. Oui, tout ce truc-là de reconnaissance d'un État palestinien, de la solution à 2 États, c'est effectivement pas la fin de la colonisation israélienne. C'est que le début du chemin. Mais on est quand même en droit de se réjouir et de se dire que c'est un pas dans une bonne direction, quoi. Voilà. Celle de coupler la libération des 48 otages et la fin des opérations militaires sur tout le territoire de Gaza. Je salue les efforts du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis pour y parvenir et demande à Israël de ne plus rien faire qui entrave leur aboutissement. Le Hamas a été vaincu sur le plan militaire par la neutralisation de ses chefs et de ses décideurs. Il doit l'être sur... C'est décideur. Ça va si je te dis décideur? Relire Jean-Marie Bigard, bien sûr. De ses chefs et de ses décideurs. Il doit l'être sur le plan politique pour être véritablement démantelé. Dès lors que le cessez-le-feu aura été agréé, c'est un effort massif que nous devrons produire collectivement. Genre un cessez-le-feu, vous êtes pour typiquement? Vous êtes pour un cessez-le-feu à Gaza, j'imagine? Parce que quand il y a eu un début de cessez-le-feu, on était un peu soulagé, et quand Israël a cassé le cessez-le-feu, on était en genre, c'est un peu quand même un objectif, un cessez-le-feu à Gaza. Si tout ça participe à un cessez-le-feu à Gaza qui va peut-être finir par advenir, je ne sais pas, ça serait quand même une immense victoire parce que c'est la fin. Ça veut dire que ça pourrait être la fin du génocide. Un cessez-le-feu durable, ça pourrait être la fin du génocide. Voilà. Pour porter secours à la population de Gaza. Et je remercie l'Égypte et la Jordanie de leur engagement ici et rappelle à Israël l'obligation absolue qui est la sienne de faciliter l'accès humanitaire à Gaza pour aider une population aujourd'hui démunie de tout. Le deuxième temps est celui de la stabilisation et de la reconstruction à Gaza. Une administration de transition intégrant l'autorité palestinienne, la jeunesse palestinienne, accompagnée de forces de sécurité dont nous accélérerons la formation, aura le monopole de la sécurité. Les forces de sécurité, c'est quoi? C'est les casques bleus? C'est l'ONU? Ça existe encore, les casques bleus? À Gaza. Mais oui, tout à fait, hein, escargot. Oui, c'est cesser le feu, enfin, traité de paix et lever du blocus, entrée massive d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, évidemment. Enfin, les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Il faut les deux. C'est absolument nécessaire. Les deux sont absolument obligatoires, là, tout de suite, le plus vite possible. Tout à fait. Mettra en œuvre le démantèlement et le désarmement du Hamas, avec le soutien des partenaires internationaux et les moyens qui seront nécessaires à cette mission difficile. La France est prête à contribuer à une mission internationale de stabilisation et à soutenir, avec ses partenaires européens, la formation et l'équipement des forces de sécurité palestiniennes. Dès lors que la négociation le permettra,
le Conseil de sécurité pourra décider le déploiement d'une mission de soutien civil et sécuritaire en liaison avec les autorités palestiniennes, avec le consentement des autorités israéliennes. Il reviendra aussi à l'État de Palestine de rendre espoir à sa population Oh, salut Pierre Lapin, c'est toi, le follow? Coucou, ça va? éprouvée par des années de violence, d'occupation, mais aussi de division et d'incurie. Désolé, je t'affiche. Hein. Si c'est bien toi, je t'affiche. Excuse-moi. Il reviendra donc d'offrir à son peuple un cadre d'expression démocratique, renouvelé et sécurisé. Le président Mahmoud Abbas en a pris l'engagement auprès du prince Mohammed Ben Salman et de moi-même. Il a condamné avec force les attaques terroristes du 7 octobre 2023. Il a affirmé son soutien au désarmement du Hamas et s'est engagé à l'exclure de la gouvernance à venir de Gaza comme de l'ensemble du territoire palestinien. Il a affirmé son engagement à lutter contre les discours de haine et a promis une rénovation en profondeur de la gouvernance palestinienne. La France sera attentive à la pleine mise en œuvre de chacun des engagements pris auprès d'elle. Cette autorité palestinienne renouvelée est une condition nécessaire à la réussite de l'indispensable négociation qu'il faudra reprendre pour parvenir à un accord sur chacune des questions relatives au statut final. C'est dans ce cadre aussi que je pourrais décider d'établir une ambassade auprès de l'État de Palestine dès lors que tous les otages détenus à Gaza auront été libérés et qu'un cessez-le-feu aura été établi. L'exigence de la France à l'égard d'Israël ne sera pas moins grande. Avec ses partenaires européens... Les Italiens sont ultra basés là, ils remontent un peu le moral. Ah oui, tu parles de la manif qu'il y a eu, il y a une espèce de grosse manif / grève en Italie. Alors par contre, j'ai vu des threads sur Twitter passer où ils grossissent le trait à mort, ils sont en mode genre oui, 70% de grévistes dans le pays. Non, je sais pas du tout sur leur stat, mais non, il y avait à peu près... Selon les organisateurs de la grève, c'était 500 000 participants à la grève. Hein. Donc c'est 2 fois moins que nous, la grève de la semaine dernière. Donc c'était pas non plus le pays à l'arrêt, hein, quand même assez loin, mais il y a des actions effectivement en Italie qui font vraiment plaisir à voir, notamment les dockers de Gênes, exactement. Il y en a eu d'autres aussi à Marseille, en France. Donc il y a des actions effectivement par la base qui font plaisir à voir en Italie. Mais moi j'ai vu des threads sur Twitter où c'était ultra exagéré. Hein. Oui, il y avait 2 fois plus de manifestants. Il y avait à peu près 1 million de manifestants la semaine dernière, le 18 septembre en France. Et là, il y en avait à peu près 500 000 en Italie. Donc c'est juste ça. Voilà, j'ai vu des stats sur Twitter, vraiment, c'était un peu de l'engagement de farming bizarre. Hein. Mais effectivement, ça fait quand même plaisir de voir 500 000 personnes manifester avec des drapeaux palestiniens. C'est formidable. Voilà. Et c'est le peuple italien dont on parle. Hein. C'est évidemment pas de Giorgia Meloni. Elle indexera le niveau de sa coopération avec lui sur les dispositions qu'il prendra pour mettre fin... Non, mais ça rigole pas les manifs, de fou. Hein. De fou. Non mais faudrait savoir. Attends, un coup je suis trop plein d'espoir et je suis trop naïf, etc., etc. Et c'est vous êtes les doomers absolus et je vous embrouille. Après je suis en mode, méfiez-vous quand même des manifs en Italie. Moi j'ai vu ce qui circulait sur les réseaux sociaux. Au final la manif est moins massive que ce que laissaient entendre beaucoup de tweets et de trucs comme ça. Donc là je fais un peu le dooming et vous êtes en mode genre ah non. faudrait savoir. Un coup c'est moi qui doom, un coup c'est vous. La guerre et négocier la paix. C'est bien grâce à ce chemin que nous obtiendrons un État de Palestine souverain, indépendant et démilitarisé, regroupant l'ensemble de ses territoires, reconnaissant Israël et étant reconnu par Israël, dans une région qui connaîtra enfin la paix. J'attends aussi de nos partenaires arabes et musulmans, qui ne l'ont pas encore fait, qu'ils tiennent leur engagement de reconnaître l'État d'Israël et d'avoir avec lui des relations normales, dès lors que l'État de Palestine aura été établi. Ainsi ferons-nous ensemble la démonstration... Il me semble que quand ils disent démilitariser, que si je dis pas de bêtises, l'idée derrière, c'est qu'il n'y ait pas de guerre là-bas. Donc ça veut dire que c'est démilitarisé. Et si c'est un État reconnu avec des ambassades des pays du Nord, machin bidule, et que c'est une zone démilitarisée, ça veut dire ici il n'y a pas de guerre. Donc ça veut dire Israël n'a pas le droit de venir non plus. C'est bien ça l'idée derrière quand il dit ça, il me semble. Double reconnaissance au bénéfice... Je suis pas un spécialiste de la diplomatie et de ces choses-là. Mais il disait un peu pareil. Non, c'est pas ça. Non, il n'y a pas d'armée. Et s'il n'y a pas d'armée, c'est aussi... Si c'est un État reconnu et qui n'a pas d'armée, que c'est une zone internationalement reconnue comme démilitarisée, ça veut dire qu'Israël n'a pas le droit d'aller faire la guerre là-bas. Non ? Personne ne comprend ce que ça veut dire ? Parce qu'il y avait cette histoire-là avec l'Ukraine, de faire des zones démilitarisées. Non, c'est comme l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Le Japon est démilitarisé. Et tout à l'heure, il parlait pas d'une armée sur place, je comprends rien.
Je suis pas assez fort en. De toute façon, la Palestine n'a pas officiellement d'armée. De toute façon, énormément de pays dans le monde, de toute façon, ne reconnaissent même pas l'État palestinien. Donc oui, évidemment. Parce qu'il n'y avait pas cette histoire-là aussi en Ukraine de faire des zones démilitarisées à la frontière russe pour arrêter, soi-disant arrêter en tout cas l'avancée russe. Ah, c'est pas clair. Hein. La démonstration d'une double reconnaissance au bénéfice de la paix et de la sécurité de tous au Proche-Orient. Voici, mesdames et messieurs, quel est notre plan de paix. Il établit un engrenage exigeant pour sortir de la guerre et entrer dans une phase décisive de négociation. Il permet que la paix israélo-palestinienne soit le premier pilier d'une nouvelle architecture de paix et de sécurité au Proche et Moyen-Orient. Il crédibilise aussi la possibilité d'une plus grande intégration économique. Rien ne sera possible sans que les autorités israéliennes s'approprient pleinement notre ambition renouvelée de parvenir enfin à la solution des deux États. Je sais leurs réticences et leurs craintes. J'entends avec beaucoup de respect le peuple israélien, sa tristesse et sa fatigue. Et je veux croire que les autorités israéliennes l'entendront également et sauront s'engager à leur tour. Je sais que le peuple israélien et ses dirigeants peuvent en avoir la force. Par exemple, tu pourrais ne pas avoir d'armée palestinienne, mais que la Palestine soit placée sous la protection de l'Égypte. Ok. Ce serait plus en mode la Palestine n'a pas d'armée, mais certains pays, dans l'ordre international, s'assurent qu'il n'y ait pas la guerre entre guillemets là-bas, quoi. C'est ça l'idée ? Je sais pas. 1. Démilitarisé. 2. Il y aura des élections en Palestine, mais seulement des partis qui s'alignent sur les accords d'Oslo. Ok. Je me souviens du jeune homme que j'étais, Un peu compliqué, apprenant l'assassinat terrible d'Yitzhak Rabin, il y a près de 30 ans. Donc c'était au moment justement... C'est ça les accords d'Oslo, c'est au moment de Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Ou alors je confonds tout. C'est un moment donné où on commençait à croire effectivement à un traité de paix et la reconnaissance d'un État palestinien et une solution à deux États qui existerait. Oui, c'est bien ça. Et après, il y a eu tout ça à capoter. Et après, il y a eu la seconde intifada suite à ça. Et après, il y a eu le blocus à Gaza suite à ça. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, ok. Parce que moi, typiquement, ce genre de truc de Yasser Arafat et tout, moi, j'ai vu plein de militants palestiniens qui sont en mode genre, c'était une mauvaise solution parce que ça ne réglera pas le souci sur le long terme. Mais moi, quand je revois des images de cette époque et de même l'ambiance médiatique qu'il y avait autour de Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, etc. Alors certes, c'était pas c'était pas libérer la Palestine de la mer au Jourdain. Certes. Encore une fois, l'horizon doit être bien plus ambitieux que ça. Je veux dire, quand tu compares à Gaza depuis le 7 octobre, moi, quand je revois ça, je me dis quand même, c'était quand même mieux. Hein. C'était quand même mieux. Si ça redevient ça la méta, effectivement, c'est que le début d'un long chemin qui est la décolonisation totale de la Palestine, à travers une solution à un État où Juifs et Arabes vivent en paix, c'est que le début du chemin. Mais déjà, putain, si on peut revenir à cette méta-là et pas à la méta génocide sur la bande de Gaza. Oui, pitié, s'il vous plaît. Pitié. Tué pour avoir voulu la paix. Au moment où la mort allait le ravir, le guerrier héroïque de l'État d'Israël venait prononcer ces mots. « J'ai fait la guerre aussi longtemps qu'il n'y avait aucune chance de faire la paix. » Cette chance existe, là, aujourd'hui. 142 États proposent cette paix, main tendue, prête à être serrée. Alors oui, le temps est venu d'arrêter la guerre à Gaza, les massacres, la mort, tout de suite. L'urgence nous le commande. Le temps est venu pour Israël de vivre en paix et en sécurité, de la Galilée à la mer Rouge, par la mer Morte, par le lac de Tibériade et par Jérusalem. Le temps est venu de ne plus discuter nulle part l'existence d'un État d'Israël et d'en faire une évidence. Le temps est venu de rendre justice au peuple palestinien et ainsi de reconnaître un État de Palestine, frère et voisin, à Gaza et en Cisjordanie et par Jérusalem. Le temps est venu de chasser de ces terres le visage hideux du terrorisme et de bâtir la paix. Oui, bâtir la paix, c'est ce qui nous rassemble ici. Et telle est l'espérance qui peut se construire alors que pour certains commence une année nouvelle. C'est un choix à faire et c'est notre devoir. La paix
est beaucoup plus exigeante, beaucoup plus difficile que toutes les guerres. C'est vrai. Mais le temps est venu. Ok. Regardez les applaudissements. Ah c'est bon, je suis plus en 11. Salut Pierre Lapin, comment ça va? Premier message sur le chat. Oui, j'ai mis un 10 minutes pour les followers. Enfin, chat réservé aux followers depuis plus de 10 minutes. Parce que j'ai eu pas mal de trolls d'extrême droite qui sont venus dire plein de bêtises. Donc c'est pour ça. Ça va? Ok, alors juste regardez là. Regardez cette image. La délégation de l'État de Palestine applaudit en tout cas. Donc quoi, vous êtes plus anti-sioniste et radical encore que la délégation de l'État de Palestine à l'ONU? Le chat? Désolé, je vous cherche un peu. Mais voilà, il y a cette ambivalence dans cette situation, genre, quand tu vois ces délégations de pays applaudir le truc, t'es en mode genre, ah, ok. Il n'y a pas la délégation israélienne. Le fait que les États-Unis et Israël ne soient pas venus à ce moment, qui est quand même un moment, je pense, qui, dans l'histoire récente de l'ONU, de ces dernières années, là, de la séquence qui s'est ouverte à partir du 7 octobre, typiquement. Je pense que ce moment-là, pour les gens présents à l'ONU, c'était une journée un peu importante, quand même, mine de rien. Parce que c'est quand même plusieurs États européens et occidentaux, il y a aussi le Canada et l'Australie, qui ont reconnu l'État de Palestine d'un même élan. Alors après que l'impulsion vienne de la France ou de Macron ou de quoi que ce soit, je sais pas, mais je pense que dans le cadre onusien, avoir Israël et les États-Unis qui sont les seuls à pas être là, dans ce moment qui est quand même un peu historique, au moins dans le cadre onusien, on va dire, ils sont de plus en plus isolés à l'international quand même. C'est aussi le signal de ça, quoi. Moi, j'essaye de voir le verre à moitié plein par rapport à ça. C'est peut-être le début d'une clarification par rapport à tout ça. Et à un moment donné, ils vont se retrouver vraiment de moins en moins soutenus. Déjà, encore une fois, Israël peut se permettre de faire tout ce qu'ils font parce qu'ils ont de base un soutien inconditionnel de l'Occident et en particulier des États-Unis. Bon, pour les États-Unis, c'est Trump, donc la situation n'a absolument pas changé. C'est même de pire en pire, certes, mais pour l'Europe, il y a un côté où Netanyahou et Israël, ils sont pas du tout contents de ce qui sont en train de se passer. Donc au moins, réjouissez-vous de ça. Ça fait chier Netanyahou et Israël. Réjouissez-vous de ça. Voilà. Moi, je me réjouis de ça, personnellement. Il n'y a pas la Russie non plus. Bon, voilà. Ah non, et la Russie, point d'interrogation, je sais pas. Oui, voilà, Netanyahou menace la France de représailles. Hein. Je veux dire, il est un peu plus acculé qu'avant. Donc peut-être que ça va finir par faire bouger les choses aussi, quoi. Si le soutien européen à Israël est fragilisé, ça fout la merde pour Netanyahou et Israël, quoi. Ça, c'est une réalité. Donc est-ce que cette reconnaissance de l'État de Palestine, si c'est suivi par encore d'autres pays européens, bon là, il y en a qui le feront pas, genre l'Allemagne, ça serait vraiment étonnant qu'ils le fassent actuellement. Mais ça peut être aussi le premier pas vers des sanctions, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si à l'échelle de l'Union européenne, à un moment donné, ça parlait de faire des sanctions, il y a des pays qui ont déjà commencé à appliquer des sanctions économiques à Israël, je sais plus, il y a un pays en Europe qui a commencé à le faire il y a pas longtemps. Et si ça se fait à l'échelle de l'Union européenne, peut-être que s'il y a une majorité de pays de l'Union européenne qui reconnaissent l'État de Palestine, bah là, pour commencer à faire des sanctions, ça va se faire un peu plus. C'est l'Espagne? Ok, l'Espagne, merci beaucoup. Ça n'arrivera jamais, c'est trop tendu. Bah je sais pas. Attendez. Cet été, quand Macron a commencé à parler de la reconnaissance d'un État palestinien, j'avais fait un sondage sur le chat. J'avais dit, vous pensez qu'il va le faire? J'étais en mode, moi je pense qu'il va le faire. En réalité, vu la situation, à tel point elle est envenimée, je pense qu'il va le faire. Je me souviens très bien que sur le chat, j'avais fait un sondage, j'avais les 2 tiers du chat qui disaient impossible, il le fera jamais. Essayons de garder un peu d'espoir quant à ça aussi, quoi. Je veux dire, si on était aussi doomer pour la lutte anticapitaliste, pour le mouvement social et la grève générale, je serais en mode, allez pas aux manifs, ça sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? L'espoir fait vivre, il y a un côté comme ça. Essayons de voir le verre un peu à moitié plein, même par rapport à ça, même si ça dégoûte. Sans ça, ça sert à rien. Sans ça, on arrête de parler de la Palestine. Si c'est mort, c'est mort. Mettons nos forces à un autre endroit à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais après, moi j'aime bien le discours que j'ai là, ça va. Ouais, peut-être. Germaine me dit, t'es peut-être juste en train de te focaliser sur les doomers du chat. Ok. Bon, ouais. Bref. Bon, en tout cas, ce React, il veut le faire en juillet à la base, oui, mais s'il l'a pas fait en juillet, et encore une fois, je dis pas ça pour prendre la défense de Macron, j'essaye de faire juste un peu de déontologie journalistique. C'est tout. J'essaie d'être factuel au maximum. Parce que je considère que plus on essaye d'être factuel et d'être de bonne foi, entre guillemets, tout en véhiculant des idées qui sont parfois un petit peu radicales, bah ça donne encore plus de force à nos idées, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Et donc, s'il n'a pas fait en juillet la reconnaissance de l'État palestinien, c'est parce qu'il y a eu tout le truc entre l'Iran et Israël, où Israël et les États-Unis aussi ont commencé à bombarder l'Iran. Du coup, il y avait un sommet qui était censé être fait par rapport au nucléaire iranien qui a été annulé. Et c'est pour ça il a dit bon, on attendra la prochaine occasion selon les sessions de l'ONU. Et c'était en septembre. C'est pour cette raison-là. Voilà. C'est bien que tu t'en perds, je trouve. Bah, je sais pas. J'espère que vous avez saisi ce que je voulais dire et un peu le truc que je voulais véhiculer par rapport à ça. Au final, c'était pas forcément un react sur la reconnaissance de l'État de Palestine. C'était plus sur comment il faut se positionner politiquement par rapport à la réjouissance quand c'est des victoires amères, etc., etc. Je sais pas, moi je trouve que c'était intéressant en tout cas. Tout à fait d'accord, tu fais... il ne faut pas bouder son plaisir, en revanche, tu n'abordes pas le détail du plan qui est catastrophique. Alors oui, mais on pourra le faire une prochaine fois. On n'a pas fini de parler de cette histoire. Hein. Là, je suis déjà à 5 heures de live, donc en vrai, je pense que je vais m'arrêter là, je voulais faire un dernier truc. Si on peut finir avec la vidéo de Mathieu Burgalassi éventuellement. Mais voilà. Donc on en reparlera de tout ça évidemment la prochaine fois et on aura un discours probablement plus critique. Mais là, comme c'était le discours à l'ONU, moi j'avoue j'étais un peu ému par moment, même si c'était Macron, parce que ça représente pas non plus rien. Moi à mes yeux en tout cas ça représente pas rien, même si c'est loin d'être suffisant évidemment et que c'est une victoire, une petite et amère, très amère. Voilà, dans tous les cas je trouve que c'était un react intéressant et qu'on a parlé de trucs et moi j'ai parlé un peu avec mon cœur par moment et c'est presque un peu émouvant aussi. Donc c'est cool. Voilà. Voilà.